Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier Monsieur Bess ainsi que toute autre personne ayant contribué à l'organisation de cette journée scientifique. Et c'est bien évidemment avec beaucoup de plaisir que nous prenons part à cet événement pour présenter aujourd'hui devant vous notre étude. Voilà, donc ce travail qui a été réalisé en collaboration avec Mesdames Elisabeth Issaïeva et Muriel Joseph Théodore et sera prochainement publié au sein d'une revue scientifique internationale en éducation, puisque nous avons actuellement un article qui est sous presse au sein de la revue Formation et Profession. Par ailleurs, cette étude fait également partie d'un projet de recherche et d'innovation entre la France, la Suisse et la Bulgarie. La pandémie Covid-19 a créé une crise sanitaire sans précédent, ce qui a provoqué donc des ruptures contextuelles. Ruptures contextuelles sur le plan sociopolitique, ruptures contextuelles sur le plan économique, et donc plusieurs États ont dû prendre des décisions. La France n'est pas en reste, puisque sur le plan éducatif, elle décide de fermer ses universités et ses écoles le 16 mars 2020. C'est donc dans ce contexte que le ministère de l'Éducation nationale recommande aux enseignants d'assurer la continuité pédagogique. Les enseignants auront donc recours aux outils numériques. Et donc, c'est dans ce contexte rempli d'incertitudes qu'ils devront adapter leur dispositif d'enseignement. Et c'est aussi dans ces ruptures contextuelles qui auront un impact sur les apprentissages des élèves. Alors, que nous apprend la littérature sur le dispositif d'enseignement à distance? Il est dit que cette forme d'enseignement nécessite une planification et une préparation qui est conséquente sur le plan temporel, mais également précise en termes d'ingénierie pédagogique. Au début des années 90, un certain nombre de caractéristiques ont été mises en évidence, dont deux essentielles. La première renvoie à la notion de distance, la distance qui est le fondement même de la relation pédagogique. Cette distance, elle peut être de différents ordres, d'ordre spatial, d'ordre temporel, d'ordre socioculturel, d'ordre socio-économique. La deuxième caractéristique essentielle est bien évidemment le recours aux outils numériques. Donc, selon Jacquinot et un certain nombre d'auteurs, pour qu'un enseignement à distance réussisse, il faut donc traiter ces distances et en particulier apprivoiser, donc traiter ces caractéristiques et en particulier apprivoiser ces distances sans oublier le renouvellement des compétences et des connaissances technologiques des enseignants qui est important. Dans la situation d'urgence liée à la crise sanitaire, du jour au lendemain, cette modalité d'enseignement est devenue la norme. Ainsi, selon certains chercheurs qui ont mené quelques réflexions entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril dernier, cette situation de confinement urgente et forcée a pu mener à un appauvrissement des contenus, un appauvrissement des évaluations ainsi qu'à une surcharge cognitive. Elle peut également générer une discontinuité pédagogique, mais elle peut également constituer une occasion qui permette aux enseignants de pouvoir réinventer leurs pratiques. De plus, de nombreux chercheurs se sont interrogés sur l'efficacité des outils numériques sur différents aspects des apprentissages et des performances scolaires. Donc, essentiellement les aspects socio-affectifs, motivationnels et cognitifs, pardonnez-moi. Alors, justement, ce qu'on en a retenu, c'est que pour mieux rendre compte de l'efficacité des outils numériques, il est important d'analyser les interactions des déterminants, des conditions et des modérateurs qui vont permettre d'influencer ces différentes dimensions des apprentissages et des performances scolaires. Alors, on peut donc s'interroger sur ce sur quoi repose la dynamique et la maintenance des dynamiques motivationnelles en période de crise. Enfin, le dernier rapport de l'INSEE qui porte sur l'analyse de la situation socio-économique fait état d'une situation qui se dégrade en Guadeloupe. L'économie, effectivement,
continue à subir les conséquences de l'étroitesse de son marché et de l'isolement de son territoire. Pour donner un chiffre, 34% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 14% dans l'Hexagone. Ceci peut également expliquer l'inégal accès à la formation, ainsi qu'un niveau de qualification qui reste globalement bas au niveau du territoire. Sur le plan du numérique, environ 10 000 élèves sur 90 000 au total ne disposent pas d'un équipement informatique ou d'un accès à Internet. Donc, en tant que chercheur du CREF, il nous a semblé pertinent d'étudier l'impact du contexte régional dans une situation d'enseignement et d'apprentissage inédite. Donc, justement, comme le disait Elisabeth, dans ce contexte régional et dans les conditions de confinement et d'isolement social imposées, nous pouvons nous interroger sur le renforcement des inégalités sociales, mais également le renforcement des inégalités scolaires. Raison pour laquelle nous avons formulé la problématique suivante. Face aux ruptures contextuelles liées à la pandémie, quels sont les effets sur les pratiques des enseignants et les apprentissages des élèves? On entend par apprentissage donc les dimensions affectives, motivationnelles et métacognitives. Donc, en liaison avec le cadre de l'étude et la problématique, nous avons structuré cette recherche autour de 2 volets. Une enquête 1 du côté des enseignants en utilisant l'entretien semi-directif comme outil de recueil de données. Une deuxième enquête du côté des élèves en utilisant le questionnaire comme outil de recueil de données. Donc, comme l'a dit Elisabeth, effectivement, pour le volet enseignant, nous avons eu des entretiens semi-directifs avec 7 enseignants du secondaire, des enseignants qui ont une dizaine d'années d'expérience professionnelle. 6 sont au collège et un enseignant au lycée. Donc, vous voyez, les matières, elles sont assez variées. Donc, c'était professeur de mathématiques, français, anglais. On a SVT et technologie. Ces entretiens se sont déroulés entre mi-juin et début juillet. 3 se sont déroulés au téléphone et 4 en présentiel. Ils ont à peu près duré 30 minutes chacun. Ils ont été enregistrés puis retranscrits. Alors, quels sont les objectifs? L'objectif de ces entretiens, c'était donc de cerner les perceptions de la continuité pédagogique, mais également de cerner les interprétations des recommandations ainsi que la mise en œuvre de cette continuité pédagogique au travers des pratiques déclarées des enseignants. Nous avons utilisé l'analyse de contenu pour traitement par catégorisation en fonction du canevas de l'entretien. Et nous avons aussi utilisé, nous sommes appuyés sur la fréquence d'unités d'enregistrement. Alors, qu'en est-il de la perception de la continuité pédagogique chez les enseignants? Donc, on le voit, hein, sur les 7 enseignants, 5 considèrent que la continuité, en tout cas la continuité pédagogique, représente un maintien de liens pédagogiques avec les élèves par voie numérique. D'ailleurs, il y a un enseignant qui dit, hein, la continuité pédagogique, c'est être en contact avec son enseignant. Pour 2 d'entre eux, le présentiel reste la voie de l'enseignement. Effectivement, l'enseignant dit, c'est de l'utopie pour moi, enseigner, c'est en présentiel. Qu'en est-il des interprétations, des recommandations? Sur ça, on a 2 enseignants qui sont sceptiques à l'annonce des recommandations. Pour eux, ça va être difficile de se substituer aux cours en présentiel. Et 4 enseignants déplorent donc l'absence de moyens matériels. Ils déclarent on est lâché, donc c'est un peu du bricolage. Voilà pour le premier volet. Qu'en est-il de la conception et la mise en œuvre de l'enseignement? On voit que les enseignants gardent leurs habitudes, puisqu'ils continuent à travailler sur Pronote, les 7 d'ailleurs. 6 utilisent l'outil proposé par l'Éducation nationale, les classes virtuelles, mais dans leur pratique, on voit bien qu'elles sont proches du présentiel. Le collègue, l'enseignant le dit, hein, toujours avec les mêmes habitudes, je n'ai pas cherché à les déstabiliser. On remarque quelques difficultés, les enseignants nous ont fait remarquer. Les 7 nous ont dit qu'il y avait une faible mobilisation des élèves.
En effet, un enseignant nous dit, sur mes 270 élèves, j'ai eu contact avec une trentaine simplement. Il remarque également un manque de motivation. Globalement, les enseignants donc, expriment une volonté d'assurer cette continuité pédagogique. Ils font face tout de même à la réalité du terrain. Elisabeth l'a dit, la fracture numérique est importante. D'ailleurs, parmi les difficultés qui reviennent, ces enseignants déclarent que parmi les difficultés, c'est l'accès au numérique des élèves qui revient assez souvent. Cependant, ils font face et essayent de maintenir quand même le lien pédagogique avec les élèves. Au niveau du volet des élèves, maintenant, ce que nous souhaitions, c'est documenter les perceptions et le positionnement des élèves face à l'enseignement-apprentissage à distance en contexte de pandémie, dans leurs dimensions donc motivationnelles, affectives et métacognitives. 253 élèves de collège et de lycée ont participé à l'étude. Ils proviennent des différents établissements scolaires de l'Académie de Guadeloupe. Sur le plan des analyses, ce sont des analyses de statistiques descriptives par item qui ont été menées, également croisées et corrélatives. Du côté des résultats, sur le plan des apprentissages et du travail à la maison, ce qu'on a pu constater, c'est que plus de 60% des élèves se disent travailler plus à la maison qu'à l'école, mais également avoir beaucoup de travail. Malgré cette charge de travail qui est estimée importante, un grand nombre d'élèves soutiennent également l'idée qu'ils s'organisent mieux à la maison dans l'ensemble pour l'ensemble de la réalisation de leur travail. Ils sont également majoritaires à avoir une perception positive de l'enseignement qui est dispensé par leurs professeurs et la manière dont cet enseignement à distance peut être organisé. Sur le plan motivationnel et émotionnel, cette fois, les élèves semblent partagés. Si 95% des élèves estiment que l'école est utile pour leur avenir, 37% d'entre eux déclarent ne pas arriver à suivre les apprentissages, 47% d'entre eux déclarent s'ennuyer à la maison sans que cela ne crée pour autant un sentiment anxiogène pour tous. En termes de persévérance quant à la rencontre de difficultés, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les élèves sont également partagés, puisqu'environ la moitié d'entre eux déclarent ne pas abandonner la tâche. Enfin, même constat que chez les enseignants, vous pouvez le voir ici, les élèves déclarent en majorité préférer la classe en présentiel. Sur le plan des stratégies cognitives et métacognitives déployées, un peu plus de la moitié des élèves déclarent que pour apprendre, ils mettent en place des stratégies de compréhension et s'efforcent d'élaborer leur propre savoir et également à structurer leurs propres connaissances. Les analyses corrélationnelles ont montré que plus les élèves vont mobiliser ce type de stratégie, plus ils auront tendance à mettre en œuvre aussi des stratégies métacognitives et à se détacher des émotions négatives. Alors, il ne faut pas pour autant oublier l'autre partie des élèves, ils sont quand même 120, c'est quand même important, qui ne semblent pas justement s'engager dans ces voies, notamment dans des processus d'apprentissage en profondeur et à mobiliser des stratégies métacognitives. C'est pour ces élèves-là que le confinement peut s'avérer dangereux en termes de décrochage, d'autant plus que ce sont eux qui déclarent en majorité s'ennuyer à la maison et ne pas vouloir travailler. Sur le plan de l'équipement et de l'usage du numérique, les résultats montrent que 10% des élèves ne possèdent pas d'ordinateur, 19% d'entre eux ne possèdent pas du tout de matériel informatique, 20% n'ont pas un espace de travail adéquat pour pouvoir travailler et 55% ont des difficultés, ont rencontré des difficultés de connexion à l'Internet. Ces résultats sont donc en résonance avec la situation locale en matière socio-économique et numérique. Globalement, on remarque que les enseignants répondent aux exigences de la situation
En effet, ils poursuivent tout en étant conscients des contraintes liées au changement soudain, au manque de ressources, aux distances, à l'isolement, aux incertitudes. D'ailleurs, on voit bien dans leur déclaration, ce bouleversement a créé des tensions. La conception et la mise en œuvre de la continuité pédagogique reposent sur une ingénierie pédagogique précise. En tout cas, les enseignants ont tout fait pour s'adapter et garder un lien avec leurs élèves. Si pour une partie des élèves, la continuité pédagogique s'est correctement passée, on déplore pour certains l'absence de stratégie, c'est-à-dire l'absence de régulation et d'autorégulation. Et pour d'autres, d'autres ont pu échapper aux dynamiques sociales, c'est-à-dire l'esprit compétitif qui peut régner à l'école et puis le regard des autres. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette Nous vous étude. remercions de votre attention et nous vous projetons quelques verbatims, notamment de pratiques enseignantes en contexte de pandémie, où on a sur la gauche, en fond orangé, en tout cas en caractère orangé, un enseignant qui s'interroge sur sa pratique et on voit effectivement que l'absence de connaissances, en tout cas sur les moyens que va disposer l'élève, peut limiter son action. Voilà. Merci.